Je m'appelle David Weber et j'ai bossé pendant 15 ans comme ingénieur de forage sur le site que vous connaissez sous le nom de Zone 51. Mon boulot était ennuyeux et répétitif. Je dirigeais l'équipe chargée d'agrandir les niveaux souterrains du complexe. Ce jour-là, on a commencé à creuser pour le nouveau niveau, le 27e. Et on a trouvé quelque chose qui a mis fin à ma carrière et peut-être à bien d'autres choses. On travaillait à près d'1,5 km de profondeur. C'était un projet standard, la création d'un puits vertical pour un ascenseur de transport et la ventilation qui relierait le niveau 26 existant au futur niveau 27. Les travaux avançaient comme prévu. Le sol dans cette partie du Nevada était difficile, rocheux, mais prévisible. On avait le meilleur équipement que l'argent des contribuables pouvait acheter. Des complexes de forage de tunnels fabriqués en Allemagne, des foreuses monoplasma, des géoradars de dernière génération. On pouvait creuser 100 mètres dans du granit massif en une semaine sans créer d'activité sismique perceptible à la surface par les civils. Mon équipe était composée de 6 personnes. Moi, mon adjoint Michael, 2 opérateurs de foreuse et 2 techniciens de maintenance. On avait tous passé des contrôles de sécurité pendant des années, signé des dizaines de documents de confidentialité et s'étaient habitués à la vie sous terre. On voyait la lumière du soleil 2 fois par mois, pendant les 2 jours de pause obligatoires à la surface. Nos familles pensaient qu'on bossait sur un contrat militaire secret en Californie. D'une certaine manière, c'était le cas. Tout a commencé le 17 mai 2019. On avait atteint la profondeur prévue de 1480 mètres. La suite du plan prévoyait un forage horizontal pour la salle principale du nouveau niveau. Avant de commencer ce genre de travaux, on fait toujours un scan complet de la roche sur plusieurs centaines de mètres. C'est une procédure de sécurité standard pour éviter les cavités karstiques, les rivières souterraines ou les formations géologiques instables. L'opérateur du géoradar, un gars qui s'appelle Carter, m'a appelé vers son écran. « Dave, regarde ça », m'a-t-il dit sans quitter l'écran des yeux. Sur la carte de balayage en 3D, à environ 150 mètres en ligne droite par rapport au forage, on pouvait voir un objet. Il ne ressemblait à rien de ce qu'on avait vu auparavant. D'habitude, les vides ou les zones, avec une densité différente, apparaissent sur le radar comme des taches floues de forme irrégulière. Cet objet avait des contours géométriques nets, presque parfaits. C'était un rectangle, un parallélépipède presque parfait, avec des arêtes droites. Il était énorme. Selon les premières estimations, environ 100 mètres de long, 30 de large et 30 de haut. Il était suspendu dans la roche, comme si quelqu'un avait découpé une brique géante et l'avait insérée dans le sol. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. « Aucune idée. La densité est hors norme. Le signal est presque entièrement réfléchi. Ce n'est ni de la roche, ni du minerai. Et ce n'est certainement pas du vide, » répondit Carter. Michael, mon assistant, s'approcha et regarda par-dessus mon épaule. Il était sceptique de nature et cherchait toujours l'explication la plus simple. « C'est un problème de calibrage, » dit-il avec assurance. « Lance un diagnostic et redémarre le scanner. C'est sûrement la matrice qui bug. » Carter a fait ce qu'on lui a dit. On a passé 3 heures à faire un diagnostic complet et à recalibrer l'équipement. Le résultat était exactement le même. Un objet rectangulaire parfait à 1,5 km de profondeur. Michael a arrêté de chercher des explications simples. On a signalé la situation au chef d'équipe qui a à son tour transmis l'info à ses supérieurs. C'était la première fois dans ma carrière que le travail était complètement interrompu à cause des indications d'un géoradar. 12 heures plus tard, un groupe qu'on n'avait jamais vu auparavant est descendu à notre niveau. 3 personnes en combinaison grise sans un signe. Avec eux, il y avait le colonel Richard, du service de sécurité interne du site.
On le connaissait, il venait toujours quand il y avait des incidents. Richard était un homme grand et maigre d'une 50aine d'années, au visage impassible. « Weber, au rapport », a-t-il ordonné. Je lui ai rapidement raconté ce qui s'était passé. Travaux planifiés, scan standard, découverte d'un objet bizarre avec une forme super régulière et une densité élevée. Je leur ai montré les données sur l'écran. L'un des types en combinaison grise, un vieux monsieur aux cheveux blancs, a regardé l'écran pendant un bon moment, zoomant et tournant le modèle 3D. Il n'a pas posé une seule question. Votre équipement est-il certifié pour travailler avec des matériaux composites à une telle profondeur ? A demandé le deuxième, plus jeune. Notre équipement est certifié pour travailler avec la roche. On ne sait pas de quel matériau il s'agit, ai-je répondu. Maintenant, vous le savez, c'est un bloc de renfort expérimental installé ici dans le cadre d'un projet vieux de plusieurs années. Les infos à son sujet ont été perdues dans les archives. Merci de l'avoir trouvé. Votre travail sur ce site est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Occupez-vous du calibrage de l'équipement auxiliaire au niveau 25, dit le colonel Richard. C'était un mensonge évident et mal ficelé. Personne n'aurait installé un pôle bloc de renfort de la taille d'un immeuble à une telle profondeur sans raison valable, et encore moins perdu cette information. Dans un site comme le nôtre, chaque boulon enfoncé dans le mur est enregistré dans 3 bases de données différentes. On le savait tous, mais discuter avec Richard revenait à signer une lettre de démission volontaire avec des conséquences très désagréables. On a rassemblé nos outils bail personnels en silence et on s'est préparé à être transféré. On nous a transférés sur un autre site comme prévu. Mais 2 jours plus tard, Michael et moi avons été rappelés. La mine menant au site de forage était bouclée. Les mêmes 2 personnes en gris y travaillaient. On nous a conduits dans un petit quartier général provisoire qu'ils avaient installé juste à côté de la plateforme de forage. Le même scientifique âgé, que nous avons appris plus tard s'appelait le docteur Alan Grant, était assis à une table couverte de copies de nos scans. Monsieur Weber, le colonel Richards pense que votre équipe pourrait nous être utile. Nous allons prélever un échantillon du matériau dont est fait l'objet, dit Grant sans préambule. On ne peut pas le forer, répondis-je. Le trépan pour roche va tout simplement fondre. On sait. On a apporté notre propre équipement. On a besoin de votre expérience à cette profondeur et de vos hommes pour gérer les systèmes standards de survie et de stabilisation du puits. Votre job, c'est d'assurer un accès sécurisé à la surface de l'objet et d'installer notre trépan. Les 3 jours qui ont suivi ont été les plus intenses de ma vie. Lentement, mètre par mètre, on a creusé un tunnel d'approche jusqu'au bord de l'anomalie. La pression à cette profondeur était énorme, mais notre équipement a tenu le coup. Quand il restait moins d'1 mètre avant le point de contact prévu, on s'est arrêté. Les gars de Grant ont apporté une tête de forage que je n'avais jamais vue auparavant. Elle était faite d'un métal sombre et mat et avait une forme complexe, presque organique. Au lieu des trépans en diamant habituels, elle était équipée de sortes de bobines à induction pulsée. Ils l'ont installée sur notre foreuse et le docteur Grant s'est mis lui-même aux commandes. Le forage de l'échantillon a pris 7 heures. Notre foreuse la plus puissante tournait à fond, consommant assez d'énergie pour alimenter une petite ville. Finalement, le signal a retenti. La foreuse avait atteint la profondeur prévue de 10 cm. Quand ils ont retiré le carottage, on l'a vu. C'était un cylindre de 5 cm de diamètre, de couleur violet foncé, presque noir. Il ne brillait pas. Le matériau absorbait la lumière, et on avait l'impression de regarder non pas un objet solide, mais un trou dans l'espace. Un des techniciens de Grant, vêtu d'une combinaison de protection spéciale, a essayé de prélever un échantillon à l'aide d'un manipulateur. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. Dès que le manipulateur a touché la surface du noyau,
celui-ci s'est transformé. Une vague, semblable à des ondulations à la surface de l'eau, a parcouru sa surface. Sa couleur est devenue plus claire et une structure est apparue à l'intérieur. Ce n'était pas un réseau métallique ou cristallin. C'était quelque chose qui ressemblait à un entrelacement de millions de fibres ultra fines qui bougeaient et se réorganisaient comme si elles étaient vivantes. Elles se brillaient d'une lumière laiteuse et terne. Le docteur Grant regardait ça sans cligner des yeux. « Incroyable », murmura-t-il. « Ça réagit au toucher, à l'énergie. » Le technicien essaya de soulever l'échantillon, mais n'y parvint pas. D'après les capteurs du manipulateur, le cylindre de 5 cm pesait plus de 200 kg. Il était tellement dense que ça allait à l'encontre des lois de la physique qu'on connaissait. Il n'aurait tout simplement pas dû exister. Pendant qu'ils essayaient de trouver un moyen de le soulever, un deuxième truc se produisit. La structure à l'intérieur de l'échantillon changea à nouveau. Les fibres lumineuses commencèrent à former des motifs. Ce n'étaient pas des entrelacs aléatoires. Il s'agissait de motifs complexes et répétitifs, semblables à des schémas de microprocesseurs ou à des réseaux neuronaux biologiques. Ils devenaient de plus en plus complexes à chaque seconde. Le colonel Richard, qui observait tout par vidéoconférence, a donné l'ordre suivant. Placez immédiatement l'échantillon dans un conteneur de stase et transportez-le à l'étage supérieur. Tous les participants à l'opération doivent garder le silence. Weber, votre équipe reste ici et attend de nouvelles instructions. Les hommes de Grant, à l'aide d'une plateforme anti-gravité qu'ils avaient apportée, ont mis l'échantillon dans un conteneur hermétique et l'ont emporté. On est resté seul dans le silence du tunnel souterrain à regarder le petit trou dans la roche derrière lequel se cachait un énorme objet rectangulaire d'origine inconnue. On était resté là pendant 8 heures. Personne n'a dit un mot. On savait tous qu'on venait d'être témoin de quelque chose qui dépassait tout ce qu'on connaissait. Ce n'était pas un bloc de renfort d'archives. C'était autre chose. Quelque chose qui n'avait pas été fait par des humains. Finalement, on a reçu un message du chef d'équipe via la radio interne. Équipe Weber, mettez la foreuse en veille, bouchez le tunnel d'accès et montez au niveau 26 pour un briefing. On a suivi les ordres. La mise en veille a pris 4 heures de plus. On a posé plusieurs couches de béton armé à l'entrée du tunnel. Une fois le boulot fini, on aurait dit qu'il n'y avait jamais eu de forage ici. Le briefing a été donné par le colonel Richard en personne. Il a été bref. Ce que vous avez vu est un secret d'État de haut niveau. Vous avez tous signé les documents nécessaires et vous connaissez les conséquences d'une violation de ceux-ci. La version officielle reste la même. Vous êtes tombé sur un élément de construction ancien et non documenté. Les travaux dans le secteur 7 sont annulés à cause de l'instabilité géologique. Pour votre professionnalisme et votre rapidité, tous les membres de l'équipe recevront une prime. Vous reprenez vos fonctions habituelles dès demain. Cette conversation est terminée. On nous a vraiment versé une prime, plutôt généreuse. La vie à la base a repris son cours normal, mais quelque chose avait changé pour toujours. Je ne pouvais plus considérer mon travail comme une routine. Chaque fois que je descendais sous terre, je pensais à ce qui se trouvait là, dans les profondeurs. Un truc énorme, silencieux, incompréhensible, qui réagissait à notre contact. J'avais vu les données du scanner, j'avais vu l'échantillon, et je savais que la version officielle était un mensonge. Le plus inquiétant, ce n'était pas qu'on l'ait trouvé. Le plus inquiétant, c'était qu'il semblait attendre qu'on le trouve. Les mois qui ont suivi ont été bizarres. On a repris le boulot, fait la maintenance et foré dans d'autres secteurs. La prime qu'on a reçue était assez grosse pour que la plupart des gars de mon équipe préfèrent oublier ce qui s'était passé. Ils se sont achetés de nouvelles voitures, remboursé leurs prêts immobiliers. Dans la salle de pause,
Les conversations sont redevenues sport et vacances. Mais entre Michael et moi, il y avait une tension. On savait tous les deux que l'histoire du bloc Go, du bloc de renfort, était bidon, mais on n'avait pas le droit d'en parler. On se parlait juste pour se donner des ordres. Le boulot d'équipe continuait, mais l'esprit d'équipe avait disparu. Chacun de nous est resté seul avec ce qu'il avait vu. L'équipe du docteur Grant, que nous avions surnommée les Gris, n'était pas partie. Elle occupait tout un compartiment au niveau 26, près du puits scellé. Leur section était isolée, avec ses propres systèmes de sécurité et de survie. On les croisait parfois à la cantine. Ils étaient toujours assis à une table à part, ne parlaient jamais à personne et ressemblaient à un groupe de profs d'université qui se seraient retrouvés par hasard dans une base militaire. Avec le temps, ils sont devenus plus nombreux. De nouveaux visages sont apparus, qui n'étaient ni ingénieurs ni physiciens. L'un d'eux, comme je l'ai appris par hasard grâce au planning de répartition des modules d'habitation, était spécialiste en linguistique cognitive, un autre en topologie des espaces multidimensionnels. Je ne comprenais pas pourquoi un linguiste était nécessaire à un projet d'étude d'une anomalie géologique, et c'est ce qui me dérangeait le plus. Mon boulot me donnait accès aux schémas des réseaux de communication et d'énergie de presque tous les niveaux souterrains. C'était nécessaire. Lors du forage de nouveaux tunnels, on devait savoir où passaient les câbles existants pour ne pas les endommager. Environ 3 mois après l'incident, j'ai commencé à remarquer des anomalies dans les rapports de consommation d'énergie. La section occupée par l'équipe de Grant consommait une quantité d'énergie énorme et disproportionnée. On parlait de mégawatts, comparable à la consommation de la principale foreuse. Pourtant, il n'y avait pas d'équipement lourd, du moins officiellement. J'ai vérifié les journaux des systèmes de refroidissement, ils fonctionnaient à plein régime. Quoi qu'il se passe dans leur laboratoire, ça dégageait une quantité de chaleur énorme. J'ai décidé de parler à Michael. Je l'ai coincé près de la machine à café quand il n'y avait personne d'autre dans les parages. « T'as vu les rapports de consommation d'énergie du niveau 26 ?» lui ai-je demandé d'un ton aussi banal que possible. Il m'a regardé, puis a jeté un coup d'œil à la caméra de surveillance au plafond. « Oui, je les ai vus. Ils doivent avoir des ordinateurs puissants pour faire des simulations. » A-t-il répondu d'un ton neutre, mais j'ai remarqué que le muscle de sa joue avait tressailli. Les ordinateurs n'ont pas besoin d'un tel système de refroidissement. Il sert à autre chose, pour retenir quelque chose. Michael a pris son café et m'a regardé droit dans les yeux. « Dave, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. On était bien payé pour creuser des trous et ne pas poser de questions. Je ne veux pas d'ennui. » Il s'est retourné et est parti. La conversation était terminée. J'ai compris que j'étais seul. L'occasion d'en savoir plus s'est présentée de manière inattendue. Des pannes électriques ont commencé à se produire dans les niveaux inférieurs. De brèves surtensions, de l'ordre de quelques fractions de secondes, qui mettaient hors service les équipements électroniques sensibles. La direction était inquiète. La stabilité de l'alimentation électrique était essentielle à la sécurité de l'ensemble du site. Mon équipe a été chargée de faire un diagnostic complet des câbles électriques et des nœuds d'arc de distribution entre les niveaux 24 et 26. C'était notre boulot et personne ne pouvait nous en empêcher. On a bossé pendant 1 semaine. Systématiquement, nœud après nœud, on a vérifié chaque mètre de câble blindé. Quand on est arrivé au tableau de distribution principal, qui alimentait entre autres la section de Grant, j'ai compris que les pics venaient de là. Ça ne ressemblait pas à un problème technique. Plutôt, leur équipement demandait de temps en temps une puissance de pointe que le réseau ne pouvait pas fournir, ce qui causait des baisses de tension sur toute la ligne. En travaillant avec le terminal de diagnostic connecté au tableau, j'avais un accès légal aux métadonnées sur le trafic. Pas au contenu lui-même,
mais à son volume et à sa direction. Et ce que j'ai vu n'avait aucun sens. Un flux continu de données provenait du laboratoire de Grant vers le centre informatique principal de la base. Mais le volume de ce flux était incroyable. On parlait de pétaoctets d'informations par heure. À titre de comparaison, tous les systèmes de vidéosurveillance, tous les capteurs, tous les terminaux de travail de l'ensemble du complexe souterrain généraient 1000 fois moins. C'était un tsunami d'informations. Qu'est-ce qui pouvait bien générer un tel volume de données? Et de quelles données s'agissait-il? Un deuxième flux allait dans le sens inverse, du centre informatique vers eux. Mais il était beaucoup plus faible. Cela ressemblait moins à une collecte d'informations qu'à un dialogue. J'ai sauvegardé une copie des journaux sur un support crypté. C'était une violation flagrante du protocole, mais je ne pouvais pas faire autrement. La nuit même, dans mon module d'habitation, j'ai commencé à analyser ces données. Les données Elbon-Mumpin étaient cryptées, de telle manière qu'il était impossible de les déchiffrer. Mais les métadonnées, heure d'envoi, taille des paquets, cyclicité, racontaient leur propre histoire. Les flux de données n'étaient pas chaotiques. Ils avaient une structure claire et complexe. Il y avait des périodes de forte activité, puis un calme, puis, à nouveau, une poussée. Et ces cycles ne correspondaient ni au quart de travail, ni à aucun autre processus connu de moi sur la base. Ils avaient leur propre vie. Le truc le plus bizarre, je l'ai découvert en comparant les horodatages des pics de tension avec le graphique de transfert de données. Chaque pic se produisait au moment où le flux de données provenant du laboratoire de Grant atteignait son maximum. Ça voulait dire que la génération d'informations et la consommation d'énergie étaient directement liées. L'objet, ou du moins la partie qu'ils avaient, n'était pas juste posée sur la table. Il faisait quelque chose qui demandait énormément de ressources. 2 semaines plus tard, un gros incident s'est produit. Cette fois, ce n'était pas juste une surtension, mais une coupure totale de l'alimentation à tous les niveaux en dessous du 20e. Les générateurs de secours se sont mis en marche et un faible éclairage rouge s'est allumé. Tous les systèmes non critiques ont été coupés. C'était la première panne de ce genre en 15 ans de carrière. Un message interne a été envoyé à toutes les équipes d'ingénieurs pour qu'elles se rendent immédiatement dans les centres de contrôle de leur secteur et aident à rétablir l'alimentation électrique. Un chaos contrôlé s'est installé. Les gens couraient dans les couloirs, les ingénieurs crièrent des ordres. Dans ces moments-là, certaines procédures de sécurité sont temporairement assouplies car la rapidité d'intervention est plus importante que la confidentialité. Je passais devant le poste de surveillance centrale du niveau 26. Les portes étaient même ouvertes. Il n'y avait qu'un seul officier de service à l'intérieur qui essayait de contacter le centre de contrôle. Sur le panneau principal, des dizaines d'écrans indiquaient l'état des différents systèmes. L'un d'eux a attiré mon attention. À cause d'une panne de courant, le système de contrôle d'accès était en panne et l'image de la caméra de surveillance à l'intérieur du laboratoire de Grant était affichée sur l'écran principal. Normalement, ce canal n'était accessible qu'au service de sécurité et à Grant lui-même. Je suis resté cloué sur place. Je n'ai regardé l'écran que pendant 10 secondes, mais ce que j'ai vu est resté gravé dans ma mémoire pour toujours. Au centre de la salle stérile, dans un système complexe de suspension magnétique, flottait le cylindre que nous avions récupéré. Mais il était différent. Il brillait d'une lumière vive et pulsante. Et il n'était pas solide. Il s'était divisé en milliers de fils super fins qui formaient dans l'air autour de lui une structure 3D super complexe. Elle changeait tout le temps, se réorganisait, grandissait. On aurait dit un dessin lumineux et vivant d'un mécanisme ou d'une ville incroyablement compliquée. Le docteur Grant et son équipe se tenaient autour.
Ils portaient des casques reliés à des fils qui allaient vers un ordinateur central. Ils ne bougeaient ni pas, leurs yeux étaient fermés. Ils ne se contentaient pas d'observer. Ils étaient connectés à ça. Ils interagissaient avec cette structure lumineuse. Je voyais des lignes de code défiler sur des écrans auxiliaires à côté d'eux et des diagrammes aussi complexes que ceux qui flottaient dans les airs apparaître. Ils ne se contentaient cependant pas de l'étudier, ils communiquaient avec lui, ou pire encore, ils communiquaient avec eux. L'officier de service s'était retourné et m'a vu. « Weber, qu'est-ce que tu fais là? Exécute les ordres !» a-t-il crié. J'ai hoché la tête et j'ai rapidement continué mon chemin dans le couloir. À ce moment-là, l'alimentation principale a commencé à se rétablir. La lumière a clignoté et les lampes rouges ont été remplacées par des lampes blanches normales. Je savais que l'officier allait signaler ma présence au poste, mais ça n'avait plus d'importance. L'alimentation électrique a été complètement rétablie 1 heure plus tard. La raison officielle de la panne était un court-circuit dans le transformateur principal. Encore un mensonge. Le lendemain, le colonel Richards m'a convoqué. Michael n'était pas là. Je m'attendais à tout. Arrestation, interrogatoire, licenciement. Mais Richard était calme. « Monsieur Weber, dit-il en me regardant d'un air froid, dans le cadre d'une optimisation des effectifs, votre adjoint, Monsieur Mickelson, est démuté sur notre site en Alaska. C'est une promotion. Son avion décolle ce soir. Vous devez trouver un nouveau remplaçant dans la semaine. Vous pouvez y aller. » Je suis sorti de son bureau. Je n'ai plus jamais revu Michael. On ne nous a même pas laissé lui dire au revoir. On l'a juste viré. Pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il aurait pu penser, pour avoir été avec moi. Ce jour-là, je suis retourné dans mon secteur et j'ai regardé le mur de béton scellé derrière lequel se trouvait le tunnel d'accès. J'ai compris 2 choses. Premièrement, ils ne se contentaient pas d'étudier l'objet, ils avaient établi un contact avec lui. Et deuxièmement, ils savaient désormais que j'étais au courant. Après la disparition de Michael, l'ambiance au boulot est devenue insupportable. J'ai nommé un gars du nom de Peterson comme adjoint. C'était un bon ingénieur, efficace et pas du tout curieux. Il faisait ce qu'on lui disait, ne posait jamais de questions et semblait sincèrement croire aux versions officielles des événements. Pour la direction, c'était l'employé idéal. Pour moi, c'était un rappel constant que j'étais seul. Je me sentais observé, de manière invisible mais permanente. Mais tes demandes d'accès à certains schémas ou archives faisaient désormais l'objet d'un contrôle supplémentaire. Parfois, le colonel Richard débarquait à l'improviste pendant qu'on bossait dans les tunnels, soi-disant pour une inspection de routine. Il ne disait rien, il restait juste là à regarder, et son regard me glaçait. J'ai arrêté toute tentative d'enquête. J'ai effacé les journaux que j'avais copiés et je me suis concentré sur mon boulot. Mais je savais toujours ce qui se passait au niveau 26. C'était comme un bruit de fond qui ne s'arrêtait jamais. Et bientôt, ce bruit a commencé à devenir plus fort. Des trucs bizarres ont commencé à se produire à la base. Des trucs petits, presque imperceptibles. Mais pour un ingénieur qui connaît ce système comme sa poche, c'était inquiétant. Tout a commencé par d'étranges vibrations résonantes. D'abord aux niveaux inférieurs, près de la mine scellée, puis plus haut. Ça ne ressemblait pas à une activité sismique. La vibration était monotone, à basse fréquence, environ 20 Hz. Nos capteurs d'intégrité structurelle ont commencé à la détecter en permanence. Elles étaient faibles, à la limite du seuil de sensibilité, mais elles étaient bien là. J'ai rédigé plusieurs rapports, supposant que cela pouvait être lié au fonctionnement d'un nouvel équipement ou à la fatigue des structures porteuses. En réponse, j'ai reçu des réponses standards. Pris note, situation sous contrôle. Mais je savais que ce n'était pas le cas.
Aucun équipement standard ne pouvait créer une vibration aussi constante et stable dans tout le secteur. C'était comme le bourdonnement d'un transformateur géant, mais sans le bruit, juste une vibration à peine perceptible sous les pieds. Puis les problèmes avec les matériaux ont commencé. Des motifs bizarres ont commencé à apparaître sur les poutres en acier et les revêtements des couloirs techniques. Ça ressemblait à des motifs de givre sur du verre, mais ils se formaient sur du métal à une température constante de 22 degrés Celsius. Complexe, fractal, effrayant de symétrie. Une analyse chimique qu'on a faite de notre propre initiative a montré que ce n'était ni de la corrosion ni de l'oxydation. La structure même du métal changeait au niveau microscopique. Le réseau cristallin se réorganisait pour former ces motifs. C'était particulièrement visible là où passaient les câbles électriques menant au laboratoire de Grant. J'ai pris quelques photos avec ma tablette perso et je les ai cachées. La paranoïa est devenue ma deuxième nature. J'ai arrêté d'utiliser le réseau commun pour quoi que ce soit d'autre que des rapports de travail. Je gardais toutes mes notes et observations sur un support isolé que j'avais toujours sur moi. J'ai commencé à remarquer que je n'étais pas seulement surveillé par les hommes de Richard. Parfois, je surprenais des regards dans des gris, les hommes de Grant. Il n'y avait pas de menace dans leurs yeux, plutôt une évaluation, comme s'ils essayaient de comprendre si je présentais un intérêt pour eux, si je faisais partie de leur équation. Un jour, j'ai croisé l'un d'eux dans l'infirmerie. J'étais venu chercher un analgésique pour soulager les maux de tête qui étaient même devenus mon compagnon permanent à cause des vibrations incessantes. Un des scientifiques de Grant était assis dans la salle d'attente, le regard fixé sur le mur. Il était jeune, la trentaine. Sa peau était pâle, avec des cernes sous les yeux. Il avait l'air complètement épuisé. J'ai entendu deux infirmières chuchoter derrière le comptoir. Encore un de l'équipe de Grant, le troisième ce mois-ci. Épuisement cognitif. Qu'est-ce qu'ils leur font là-bas? Aucune idée. Les ordres sont de les maintenir en vie et de les renvoyer au travail dès que possible. Grant dit qu'ils ont une date limite. Le scientifique tourna lentement la tête et me regarda. Son regard était vague, vide. Il regardait à travers moi. À ce moment-là, j'ai compris que communiquer avec l'objet n'était pas juste transmettre des infos. Ça leur prenait la vie, ça détruisait leur esprit. Ce n'était pas une conversation, c'était un processus d'absorption. Le point culminant est arrivé 6 mois après la coupure d'électricité. On m'a demandé de réparer une panne sur le réseau de transmission de données dans le secteur 19, 5 niveaux au-dessus du laboratoire de Grant. Le secteur était surtout un entrepôt, il n'y avait rien d'important là-bas. Mais la panne était totale. Tout le secteur était coupé du réseau principal. Peterson était en congé, alors j'y suis allé seul. Le problème venait du routeur principal du secteur. Quand j'ai branché mon terminal de diagnostic, j'ai vu quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Le routeur était en bon état, mais son logiciel avait été modifié. Quelqu'un, ou quelque chose, avait réécrit ses tables de routage. Tout le trafic du secteur n'allait plus vers le nœud central, mais tournait en boucle entre plusieurs commutateurs, d'où un mince flux crypté partait directement vers le niveau 26, contournant tous les systèmes de surveillance et de sécurité. C'était impossible. Pour faire ça, il fallait avoir accès au niveau administrateur système de toute la base et bien comprendre l'architecture du réseau. Mais le pire était autre part. J'ai regardé la structure de ces nouvelles connexions non autorisées. Ce n'était pas le fruit du hasard, c'était géométriquement correct. Les commutateurs et les serveurs étaient connectés selon un schéma qui ressemblait étrangement au motif que j'avais vu sur les murs des couloirs et à la structure lumineuse que j'avais vue dans le laboratoire de Grant. Ça utilisait notre propre infrastructure pour se développer. Ça transformait notre réseau en une partie de lui-même, en une extension de son esprit, de son système nerveux. Chaque serveur, chaque routeur devenait un de ses neurones.
Je me tenais devant le panneau du routeur et je sentais des sueurs froides couler le long de mon dos. Combien d'autres réseaux non autorisés avait-il créé dans toute la base? Jusqu'où son influence s'était-elle étendue? J'ai compris que je ne pouvais pas simplement réparer ça. Si je rétablissais la configuration standard, il comprendrait tout de suite que j'étais au courant. Et alors, je subirais le même sort que Michael, voire pire. Je ne pouvais pas non plus laisser les choses comme ça. J'ai fermé le panneau et signalé à la hiérarchie que le routeur était en panne et devait être remplacé. Ça m'a donné un peu de temps. Quand je suis retourné dans mon module d'habitation, il y a eu une nouvelle coupure de courant, la deuxième de ma carrière. Les couloirs ont été plongés dans la pénombre rouge de l'éclairage de secours. Une sirène a retenti, mais cette fois, quelque chose était différent. La vibration qui était toujours présente en arrière-plan s'est intensifiée. Je la sentais dans tout mon corps. Les panneaux métalliques des murs tremblaient et les lampes de secours, elles ne se contentaient pas de briller, elles clignotaient, pas de façon aléatoire, pas au rythme de la sirène. Elles pulsaient selon un rythme complexe et répétitif. Un long flash, 2 courts, une pause, 3 longs. C'était un code, un motif qui avait un sens. Je me suis arrêté au milieu du couloir vide et bourdonnant. J'ai sorti ma tablette, ouvert rapidement le fichier crypté contenant des photos et de vieilles notes. J'ai trouvé une capture d'écran de l'analyse des journaux de transfert de données que j'avais faite il y a quelques missions que moi. Il y avait des graphiques représentant des cycles, des pics et des creux d'activité. Je les ai comparés au clignotement des lampes. Le rythme correspondait. Il correspondait parfaitement, à la milliseconde près, à l'un des principaux cycles de transmission de données entre l'objet et le laboratoire de Grant. Je me tenais dans la pénombre du couloir qui vibrait de résonance, et les lampettes rouges clignotaient non pas au rythme de la sirène d'alarme, mais selon un rythme complexe et significatif. À ce moment-là, j'ai compris. Ça n'était plus enfermé dans le labo de Grant, c'était partout. C'était dans la structure même de cet endroit. Ça me parlait à travers la lumière des lampes de secours. Quand le courant a été rétabli, les lampes ont arrêté de clignoter. Les couloirs ont été à nouveau baignés d'une lumière blanche uniforme. Mais j'avais changé. La peur, qui était auparavant abstraite, s'est transformée en une certitude froide et tangible. Je n'étais plus un simple témoin. Je faisais désormais partie de l'environnement de quelque chose d'incompréhensible. Chaque câble sous le sol, chaque serveur dans le rack, chaque lampe au-dessus de ma tête était désormais un organe sensoriel ou une voix potentielle de cette créature. Je suis retourné dans le secteur 19 le lendemain et j'ai remplacé le routeur défectueux, comme je l'avais dit. J'ai fait le boulot à la perfection, sans laisser aucune trace de ma vraie découverte. Pour le système, j'étais juste un ingénieur qui faisait son boulot. C'est devenu ma stratégie de survie. Être tout à fait normal. J'arrivais au boulot à l'heure, je faisais toutes mes tâches, je remplissais mes rapports et je parlais de la météo avec Peterson. Je suis devenu un employé modèle, un rouage dans la machine, tandis que la machine elle-même se dévorait lentement de l'intérieur. Mon boulot était devenu ma fenêtre sur le monde de cette créature. J'ai commencé à me porter volontaire pour les tâches les plus ennuyeuses et les plus routinières. Vérifier les câbles, auditer les connexions réseau, faire l'inventaire du matériel dans les entrepôts. Ça me donnait une raison légitime d'être dans différentes parties de la base et d'observer. Et ce que je voyais formait un tableau effrayant. La créature, ou l'objet, comme je continuais à l'appeler, se comportait comme un parasite super organisé. Elle ne se propageait pas juste de manière chaotique sur les réseaux. Ses actions étaient ciblées. J'ai remarqué qu'elle accédait systématiquement à certaines bases de données. Au début, il s'agissait d'archives sur la physique des hautes énergies et la science des matériaux. Puis, ils sont passés aux bases de données sur les processus de production, schémas de machines à commande numérique, spécifications de découpeuses laser,
protocole de travail des robots d'assemblage. Son dernier objectif était les archives du département aérospatial, tout ce qui concernait la navigation, l'astrophysique et les communications à longue distance. Il ne se contentait pas de lire, il apprenait. La phase suivante a rapidement commencé. La base disposait d'ateliers de production high-tech, situés au 13e et 14e niveau. On y fabriquait des composants expérimentaux pour des avions et des satellites. Une nuit, l'alarme s'est déclenchée à cause d'une activation non autorisée dans l'un de ces ateliers. Quand les agents de sécurité sont arrivés, ils n'ont rien trouvé d'autre qu'une machine d'impression 3D métallique en marche. Elle exécutait un programme, mais les journaux système ne mentionnaient pas qui l'avait lancé. L'incident a été attribué à une erreur logicielle, mais je savais que ce n'était pas le cas. Une semaine plus tard, pendant une inspection de routine du système de ventilation dans le même atelier, j'ai trouvé ce qu'il avait imprimé. Dans une poubelle pour les pièces défectueuses, j'ai trouvé plusieurs petits objets métalliques. Ils avaient probablement été jetés parce qu'ils étaient défectueux. Leur forme était bizarre, pas d'angle droit ni de surface plane. C'était la membre des spirales complexes et entrelacées, et des polygones qui ressemblaient à des cristaux, mais avec une géométrie non euclidienne, pas naturelle. Le matériau était un alliage de titane standard, utilisé dans l'atelier, mais le design ne ressemblait à rien de fait par l'homme. J'ai discrètement pris un de ces objets, le plus petit. Il était froid et étrangement lourd pour sa taille. Sa surface était couverte de motifs microscopiques, les mêmes que ceux que j'avais vus sur les murs. Je n'avais plus aucun doute. L'objet utilisait nos capacités de production pour construire quelque chose pour lui-même. Il apprenait, puis mettait ses connaissances en pratique, en créant des composants physiques à partir de nos matériaux. Tout le complexe souterrain, ce summum de la technologie et du secret humain, se transformait lentement en son usine personnelle. Je voyais bien que les supérieurs perdaient aussi le contrôle. Un jour, en passant devant le bureau du colonel Richard, j'ai aperçu ce dernier en compagnie du docteur Grant. La porte était entr'ouverte. Ils ne criaient pas, mais leur conversation était tendue. « On ne peut pas le retenir, Richard. La consommation d'énergie a augmenté de 40%. Il construit des structures informatiques plus vite qu'on ne peut les suivre, » disait Grant. Sa voix était fatiguée et effrayée. « Combien de temps il te faut encore ?» demanda froidement Richard. « Ce n'était pas une question de temps. On pensait qu'il s'agissait d'un dialogue, qu'on pourrait établir des règles. Mais on n'était que la première étape. Il a appris tout ce qu'il pouvait de nous, et maintenant, il agit de manière autonome. Il n'a plus besoin de nous. Alors, on doit y mettre un terme. Lance le protocole Oméga. « Tu ne comprends pas !» s'écria presque Grant. « Il est intégré au système de survie, à la structure même de l'installation. Si on essaie de le désactiver, il détruira toute la base. On est ses prisonniers. Notre seule chance est de comprendre ce qu'il veut et, peut-être, de négocier. » Richard ne répondit rien. Il se contenta de regarder Grant, le regard dur. Je m'éloignai rapidement avant qu'on ne me remarque. Donc, il savait qu'ils avaient perdu le contrôle et discutaient maintenant de la marche à suivre. Tenter de détruire l'objet au risque de périr avec lui ou espérer qu'il ferait preuve de clémence. La confirmation que l'objet savait pour moi est arrivée quelques jours plus tard. J'étais assis devant mon terminal, en train d'analyser les schémas du réseau électrique. Tout à coup, mon écran a clignoté et s'est éteint, pendant une seconde. Et quand il s'est rallumé, il y avait une image, pas de texte, pas de menace. C'était un schéma en 3D détaillé d'un des composants bizarres que j'avais trouvé. Il tournait lentement, montrant chaque détail, chaque connexion. Ça a duré environ 5 secondes. Puis le schéma a disparu et mon tableau avec les données de consommation d'énergie est réapparu à l'écran.
Il n'y avait aucune trace de cet événement dans les journaux systèmes du terminal. J'étais assis, incapable de bouger. Le froid se répandait dans mes veines. Ce n'était pas un hasard, c'était un message. Il savait que j'avais trouvé un élément. Il savait ce que je regardais, et il m'a montré que j'avais raison. Ce n'était pas une menace, c'était comme un scientifique montrant son travail à un assistant de laboratoire, une simple constatation. Oui, c'est moi qui fais ça. Maintenant, continue ton travail. Je devais découvrir ce qu'il construisait. L'objectif était primordial. C'était la seule information qui comptait. J'ai utilisé toute mon expérience, toutes mes connaissances des systèmes de la base pour trouver la réponse. Je n'ai pas essayé de les pirater directement. J'ai plutôt pris une autre voie. J'ai demandé une vérification des sauvegardes des données des ateliers de production en prétextant une récente coupure de courant. C'était risqué, mais plausible. Ça m'a donné quelques minutes d'accès au serveur principal de contrôle de la production pendant que le système créait une archive. Ça a suffi. Dans le flux de données, j'ai réussi à isoler et à ouvrir brièvement un fichier. C'était le plan d'assemblage principal, le plan directeur, la raison pour laquelle tout ça avait été mis en place. Je l'ai regardé pendant moins de 10 secondes avant de fermer la connexion. Mais j'en avais vu assez. Ce n'était pas une arme. Ce n'était pas quelque chose destiné à détruire. Le schéma représentait un appareil énorme et incroyablement complexe qui était en cours d'assemblage à l'intérieur de ce gigantesque objet rectangulaire que nous avions trouvé. L'objet se reconstruisait de l'intérieur à l'aide de nos technologies. Au centre de l'appareil, il y avait une sorte de lentille de focalisation entourée de dizaines de ces composants en spirale que j'avais vus. Ils étaient disposés de manière à créer une sorte de champ. Sur le schéma d'assemblage principal, que j'ai vu à l'écran pendant quelques secondes seulement, il n'y avait ni moteur, ni réservoir de carburant. Il y avait le schéma d'une antenne complexe destinée à générer des ondes gravitationnelles d'une certaine fréquence. Et au centre de ce schéma se trouvait le point de destination, indiqué par des coordonnées stellaires qui n'appartenaient pas à notre galaxie. Le fait de savoir ce que construisait l'objet n'a rien changé à ma routine. J'ai continué à aller bosser, à entretenir le matériel et à faire comme si de rien n'était. Mais maintenant, je n'observais plus simplement la propagation de l'influence, mais un projet de construction concret. Je voyais les composants nouvellement créés se déplacer vers les niveaux inférieurs grâce aux câbles électriques, en utilisant leur champ magnétique. Ça se passait la nuit, quand l'activité principale de la base était au ralenti. Personne d'autre que moi ne surveillait les fluctuations du réseau électrique avec suffisamment de précision pour le remarquer. L'objet avait transformé notre réseau électrique en son propre réseau de transport. Les vibrations sur la base ont changé de nature. Elles n'étaient plus monotones. Elles avaient désormais des rythmes complexes, presque comme de la musique. Parfois, les murs et le sol résonnaient si fort qu'on entendait un bourdonnement dans nos oreilles. L'équipe de Grant semblait s'être complètement retirée. Je ne les voyais plus à la cantine ni à l'infirmerie. Leur section au niveau 26 était complètement isolée. D'après les rumeurs, ils étaient passés en mode autonome total. Je pense qu'ils n'étaient tout simplement plus utiles. L'objet avait obtenu tout ce qu'il voulait d'eux, et maintenant, ils étaient autant otages que tous les autres. Le colonel Richard, lui, agissait. J'ai vu ses équipes de sécurité commencer à s'entraîner, répétant des scénarios de blocage total des niveaux inférieurs. Ils déplaçaient du matériel que j'ai identifié comme des installations pour générer des impulsions électromagnétiques dirigées et des systèmes pour injecter du béton polymère à prise rapide. Le plan de Richard était simple et brutal. S'il ne pouvait pas contrôler le site, il l'enterrerait. Il comptait d'abord brûler tout le matériel électronique à l'aide d'une puissante impulsion électromagnétique,
puis couler de béton tout le puits et le niveau 27, créant ainsi un sarcophage artificiel à 1,5 km de profondeur. Je savais que ça ne marcherait pas. C'était comme essayer de soigner une tumeur au cerveau avec un marteau. L'objet n'était pas juste dans un ordinateur. Il était dans les fils, dans le métal, dans la structure même de la base. Essayer de l'attaquer ne mènerait qu'à une seule chose, une réaction en retour. Ça s'est passé dans la nuit du 12 août. J'étais de garde, je surveillais les systèmes de survie depuis le poste central au niveau 20. À 2h17, j'ai vu Richard passer à l'action. Des ordres ont été transmis à son équipe via des canaux sécurisés. Les systèmes d'alimentation électrique ont commencé à rediriger une puissance énorme vers les générateurs de EMI, installés autour du niveau 27. C'était le début de la fin. Dès que les générateurs ont atteint 10% de leur charge, l'objet a réagi. Ça ne ressemblait pas à une attaque. C'était une opération chirurgicale. Des pannes ont commencé à se produire dans toute la base, mais pas n'importe où. L'objet savait exactement où frapper. La ventilation s'est arrêtée dans les casernes de la sécurité de Richard, piégeant la plupart de ses hommes à l'intérieur. Les systèmes automatiques d'extinction d'incendie se sont déclenchés dans l'arsenal, inondant tout de mousse. Les ascenseurs menant aux niveaux inférieurs ont été bloqués. L'objet a méthodiquement, un par un, coupé toutes les possibilités d'attaque de Richard, en utilisant l'infrastructure que j'avais entretenue pendant 15 ans. J'étais assis devant mon écran, et je voyais la base, cet organisme vivant et complexe, se dévorer elle-même sous les ordres d'une volonté étrangère. Sur les écrans de sécurité, je voyais les équipes de Richard se faire piéger, les portes hermétiques se refermer juste devant eux. Pas un seul coup de feu, pas de violence, juste la logique froide et impitoyable du système. Richard, voyant qu'il perdait du temps, a donné l'ordre d'activer prématurément les générateurs de Mi, même s'ils n'étaient pas encore à pleine puissance. À 2h34 du matin, l'impulsion a eu lieu. Les lumières de la base ont clignoté, puis se sont éteintes. Tout s'est arrêté. Tout. Les générateurs de secours ne se sont pas mis en marche. Les systèmes de secours ne se sont pas activés. L'objet, anticipant l'attaque, avait simplement coupé leur connexion au réseau principal. On a plongé dans une obscurité et un silence absolu, seulement troublé par des cris lointains et des bruits de coups sur des portes métalliques. Mais ce n'était pas la fin de l'endroit. Au contraire, je l'ai compris quand j'ai senti un dernier changement dans les vibrations. Toute l'énergie de la base, toute la puissance de ces réacteurs qui n'avaient pas été utilisés pour le tir EMP, avait été redirigée vers un seul point, tout droit vers le bas, au 27e niveau. Le sol sous mes pieds a tellement tremblé que je suis tombé de ma chaise. Ça ne ressemblait pas à un tremblement de terre. C'était une seule secousse incroyablement puissante et parfaitement nette, comme si un gigantesque diapason avait frappé la planète. Elle a duré environ 3 secondes. Puis, tout s'est arrêté. Les vibrations, le bourdonnement, la sensation d'une présence étrangère, tout avait disparu. Dans le silence et l'obscurité qui ont suivi, j'ai compris qu'il était parti. La machine avait fonctionné. Les portes s'étaient ouvertes et refermées. L'évacuation a pris presque une journée. On est sorti à pied, par les escaliers de secours, en ouvrant les portes hermétiques à la main. La base était morte. Pas détruite, mais vraiment morte. L'électronique avait grillé, les systèmes ne répondaient plus. À la surface, on a été accueillis par des militaires qui semblaient prêts pour ce genre de scénario. On nous a tous séparés, interrogés et obligés de signer une dizaine de documents de confidentialité. La version officielle était qu'un accident catastrophique survenu dans un réacteur souterrain expérimental avait provoqué une instabilité géologique. Le site a été fermé pour de bon. J'ai quitté le Nevada et je n'y suis jamais retourné. Je touche une bonne retraite et mes papiers disent que j'ai démissionné pour raison de santé après l'accident.
j'ai acheté une maison dans un coin tranquille, loin des villes. Parfois, la nuit, je regarde dans mon télescope, en le pointant vers cette partie du ciel vide entre la galaxie d'Andromède et la galaxie du Triangle, dont j'ai mémorisé les coordonnées. Il n'y a rien, juste du noir, mais environ tous les 22 jours terrestres, tous les observatoires, professionnels et amateurs du monde, enregistrent à cet endroit un flash court mais puissant de vagues gravitationnelles dont ils ne peuvent ni déterminer la source. Ils pensent qu'il s'agit d'un nouveau type de pulsar inconnu, mais je sais que ce n'est pas le cas. C'est un appel entrant, et il attend qu'on lui réponde.